La salle de bal opulente était une galaxie de diamants étincelants et de sourires prédateurs. Pour Emily Scott, c'était une planète étrangère et hostile. Elle serrait contre elle son petit sac à main usé comme un bouclier, sentant le poids de centaines de regards jugeants sur sa simple robe de prêt-à-porter. La mariée était sa plus vieille amie, une fille de son quartier qui avait épousé cette stratosphère de richesse, et elle avait insisté pour qu'Emily vienne. Mais maintenant, debout seule près d'une composition florale imposante, Emily se sentait moins comme une invitée que comme une expérience sociologique ratée. De l'autre côté de la salle, le docteur Henry Montgomery ressentait un type d'emprisonnement différent. Il était coincé par sa propre mère, une matriarche redoutable en Chanel, qui gesticulait avec animation vers une héritière au sourire vidé à la fortune dans le textile. « Elle est parfaite, Henry. » Sa mère siffla sous le couvert du quatuor à cordes. Sa famille passe ses étés dans les hantons depuis 5 générations. Il est temps que tu te poses avec quelqu'un d'approprié. La mâchoire d'Henry se serra. Depuis son désastreux divorce, les tentatives d'entremise de sa mère étaient devenues de plus en plus agressives. Il se sentait comme un étalon primé qu'on paradait pour une vente aux enchères. Ses yeux parcoururent la salle, cherchant une échappatoire, puis ils rencontrèrent les siens. Il vit une fille, de l'autre côté du bal, qui avait l'air aussi piégée que lui. Elle était belle d'une manière discrète et modeste, avec des yeux intelligents actuellement remplis d'un mélange ardent d'humiliation et de défi. Il regarda un homme arrogant en smoking, imbibé de whisky et de suffisance, la coincer. « Je ne crois pas qu'on se soit rencontrés. » Bredouilla l'homme, détaillant Emily des pieds à la tête comme si elle était un article au menu. « Vous devez être du personnel de traiteur. Pourriez-vous m'apporter un autre scotch ?» L'insulte fut une exécution publique. Le visage d'Emily s'empourpra, ses jointures blanchirent alors qu'elle agrippait son sac. Elle était sur le point de faire demi-tour et de fuir, sa fierté en lambeaux. Et à cet instant, Henry vit sa chance. C'était une idée téméraire, impulsive, née de son propre désespoir et d'une soudaine envie inexplicable de secourir la fille aux yeux pleins de défis. Il s'excusa auprès de sa mère d'un signe de tête sec, la laissant en plein milieu de sa phrase, et traversa la salle de bal d'un pas déterminé de chirurgien se rendant à une urgence. La foule s'écarta devant lui. Il ne s'arrêta qu'une fois juste à côté d'Emily. Il ignora complètement l'invité arrogant, toute son attention fixée sur elle. Il se pencha, sa voix un murmure conspirateur bas destiné à ses seules oreilles, un secret partagé dans une pièce pleine d'inconnus. « Faites semblant d'être ma femme. » Emily le fixa, l'esprit chavirant. C'était le docteur Henry Montgomery, le neurochirurgien milliardaire, un homme qu'elle n'avait vu que dans les magazines. « Quoi » souffla-t-elle. « Jouez le jeu » murmura-t-il, ses yeux brillant d'une lumière dangereuse et excitante. « Je vous revaudrai ça. » Avant qu'elle puisse protester, il prit sa main, sa poitrine ferme et chaude. Il se tourna pour faire face à sa mère stupéfaite et à l'héritière qui approchait, tirant doucement Emily à ses côtés. « Mère, dit-il d'une voix douce comme de la soie et projetant juste assez pour que les proches l'entendent, j'aimerais que vous rencontriez enfin ma femme, Emily. Nous espérions garder le secret un peu plus longtemps, mais je suppose qu'il n'y a pas de temps comme le présent. » Un murmure collectif parcourut le voisinage immédiat. L'homme arrogant qui l'avait insulté la fixait, bouche bée. La mère d'Henry avait l'air d'avoir été frappée par la foudre. Henry sourit, un sourire éclatant et charmant qui était pure performance. Il porta la main d'Emily à ses lèvres et embrassa ses jointures, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Ma chérie, dit-il, sa voix une caresse grave, je crois qu'il joue notre chanson. » Pour le reste de la soirée, ils furent un tourbillon de fiction convaincante. Il ne la quitta pas d'une semelle, sa main toujours posée sur le creux de ses reins, un geste d'intimité possessive qui lui envoyait des frissons dans le dos. Il lui chuchotait à l'oreille des observations pleines d'esprit qui la faisaient rire, un vrai rire authentique qui les surprenait tous les deux. Ils dansèrent et dans ses bras, elle ressentit un sentiment de sécurité et d'appartenance totalement enivrant. La chimie entre eux était un courant électrique palpable, les troublant et les excitant en égale mesure. À la fin de la soirée, il la raccompagna à la grande entrée de l'hôtel, loin des regards indiscrets. La fantaisie était terminée. « Vous étiez convaincante, » dit-il, sa voix ayant retrouvé son ton professionnel et froid, bien que ses yeux aient encore une lueur de la chaleur de la soirée. « Vous n'êtes pas un mauvais acteur non plus, docteur ?» répondit-elle, le cœur battant encore. Il fouilla dans sa veste et lui tendit une fine carte de visite noire.
je vous contacterai, dit-il. Et sur ce, il tourna les talons et disparut dans une voiture noire qui l'attendait, la laissant sur le trottoir. L'air frais de la nuit contrastait fortement avec la chaleur qui persistait encore sur sa peau là où il l'avait touchée. Elle regarda la carte dans sa main, l'esprit chamboulé. Que venait-il de se passer, bon sang? Et, avant de passer au chapitre suivant, je veux envoyer un remerciement spécial à nos incroyables auditeurs qui sont toujours là sur la chaîne. Elisabeth d'Afrique du Sud, Caroline du Pacifique Nord-Ouest, et Marian de Londres. Merci d'être toujours aussi actifs ici. Et vous? D'où écoutez-vous en ce moment? Déposez-le dans les commentaires et peut-être que dans la prochaine histoire, votre nom sera également mentionné. Continuons. La semaine qui suivit le mariage fut un retour à la dure réalité grise de la vie d'Émilie. Le souvenir de la salle de bal étincelante, de la main d'Henri sur son dos, semblait un rêve fiévreux. Elle enchaînait les doubles quarts au dîner, l'odeur de graisse et de café rance contrastant violemment avec le souvenir du champagne et de son eau de Cologne coûteuse. Sa mère avait eu une mauvaise passe, et une nouvelle pile terrifiante de factures médicales était arrivée. Chacune d'elles était un monstre de papier et d'encre menaçant de dévorer ce qu'il leur restait. Elle était en plein service du déjeuner, équilibrant un plateau de plats, quand le dîner devint silencieux. C'était le même phénomène qu'elle avait observé au mariage, le silence collectif soudain qui annonçait son arrivée. Le docteur Henry Montgomery se tenait sur le seuil, vêtu d'un costume sombre, impeccablement taillé, qui lui donnait l'air d'un roi ayant égaré sa cour dans une taverne paysanne. Ses yeux parcoururent la pièce, ignorant les clients ébahis, et se posèrent directement sur elle. Il s'approcha du comptoir, sa présence si puissante qu'elle semblait courber l'air autour de lui. « Mademoiselle Scott, dit-il, sa voix un ordre grave et calme qui transperça le brouhaha du dîner. Je crois que nous avons des affaires à discuter. » Il attendit qu'elle confie son plateau à une collègue aux yeux écarquillés, puis la conduisit à un box tranquille dans un coin. Il ne perdit pas une seconde en banalité. « Je me suis permis de me renseigner sur votre situation, commença-t-il, le ton net et clinique. C'était un aveu d'un calme glaçant de l'étendue de ses ressources. L'insuffisance cardiaque congestive de votre mère, les dettes croissantes dues à ses précédents séjours à l'hôpital, vos 2 emplois, qui ne suffisent toujours pas à couvrir le coût des médicaments dont elle a besoin. » Il exposa la sombre réalité de sa vie comme s'il lisait le dossier d'un patient. Émilie ressentit une vague de honte, de colère. Il disséquait sa détresse. « Je vous propose un arrangement formel, poursuivit-il, ses yeux gris intenses, analytiques. Un contrat d'1 an. Vous remplirez les fonctions de ma femme dans le cadre public. Vous assisterez à des événements d'entreprise et mondains. Vous maintiendrez l'illusion que nous avons créée au mariage. » Il marqua une pause, laissant le poids de ses prochains mots faire son effet. « En échange, je réglerai immédiatement toutes les dettes de votre famille. De plus, votre mère sera transférée dans une chambre privée au Montgomery Général. Elle sera sous la supervision de la meilleure équipe de cardiologie du pays. Chaque test, chaque procédure, chaque médicament, tout sera pris en charge. Elle ne manquera de rien. » C'était un miracle. Une bouée de sauvetage jetée dans les eaux sombres et tourbillonnantes qui étaient sur le point de l'engloutir. C'était tout ce pourquoi elle avait prié. Mais elle savait avec une certitude écœurante qu'il y avait un piège. Un homme comme Henry Montgomery ne faisait rien sans raison, sans garantie. « Pourquoi » demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. « Pourquoi moi ?»« Vous êtes pragmatique, énonça-t-il simplement. Vous êtes intelligente, posée sous pression, et vous avez une motivation claire et puissante pour mener ce contrat à son terme. Vous êtes une variable prévisible dans un monde par ailleurs chaotique. » Il se pencha légèrement. « Et parce que mon dernier mariage m'a appris une leçon précieuse, l'amour est un passif. Les émotions sont une variable que je ne tolérerai plus. » Il fit glisser une tablette ultra plate et d'apparence fragile sur la table. « Le contrat est là. » Les mains d'Émilie tremblaient en la prenant. Elle parcourut le texte juridique dense, les accords de confidentialité, les calendriers d'apparition publique, puis elle le vit. L'article 11. Le titre était cru et glaçant, clause de rupture pour attachement émotionnel. Elle le lut, le sang se glaçant dans ses veines. La clause stipulait en termes juridiques clairs et sans ambiguïté que le contrat dépendait du maintien d'une relation purement transactionnelle. Si l'une ou l'autre des parties devait éprouver des sentiments amoureux authentiques ou un attachement émotionnel pour l'autre, elles étaient contractuellement obligées d'avouer ces sentiments immédiatement.
Suite à un tel aveu, le contrat serait instantanément résilié. Tous les avantages financiers futurs, y compris les soins médicaux continus, cesseraient. C'était un piège diabolique magnifiquement conçu. Il avait créé un jeu où la seule façon de gagner était de mentir. Mais lui, un homme qui détestait les mensonges, avait fait de l'honnêteté une condition. Si elle tombait amoureuse de lui et était honnête, elle perdrait tout. Si elle tombait amoureuse de lui et mentait, elle deviendrait ce qu'il méprisait. C'est impossible, souffla-t-elle, levant les yeux vers lui, le cœur battant. C'est une punition pour avoir un cœur. C'est une garantie, corrigea-t-il, sa voix aussi froide et tranchante qu'un scalpel. Je ne traite pas avec les variables émotionnelles, mademoiselle Scott. C'est un arrangement commercial. Mes conditions sont absolues. Elle regarda son visage, un masque de contrôle détaché et froid. Puis elle pensa à sa mère, à son visage fatigué et inquiet, aux factures qui s'accumulaient et la tenaient éveillée la nuit. Elle n'avait pas le choix. Elle était coincée entre le marteau et l'enclume. Et le marteau était une montagne de dettes. Et l'enclume était cet homme impossible et sans cœur. D'un doigt tremblant, elle appuya sur la ligne de signature numérique sur la tablette. Son nom apparut en écriture électronique nette. Le mot « accepté » s'alluma sur l'écran. Elle ressentit un froid glacial au plus profond de son âme. Elle venait d'accepter les termes du jeu le plus dangereux de sa vie, un jeu où le prix à payer pour tomber amoureuse était la ruine. Le déménagement aux Pentouzes d'Henri fut une expérience surréaliste hors du corps. Un jour, Émilie vivait dans un appartement exigu qui sentait la tisane de sa mère. Le lendemain, elle habitait une forteresse silencieuse et minimaliste de verre et d'acier qui flottait au-dessus de la ville comme un Olympe moderne. Henri l'accueillit non pas à la porte, mais dans le vaste salon, sa posture aussi sévère et inflexible que l'architecture autour d'eux. « Bienvenue, mademoiselle Scott. » dit-il d'un ton dépourvu de tout véritable accueil. « Vos quartiers sont dans les laits. Je vais vous les montrer. » Il la guida le long d'un long couloir blanc jusqu'à une suite de pièces plus grandes que tout son ancien appartement. Elles étaient magnifiques, luxueuses, et complètement impersonnelles. « Ma propre suite est dans l'aile ouest, » précisa-t-il en s'arrêtant à sa porte. Une distance physique claire aide à maintenir la clarté émotionnelle. Souvenez-vous de la clause. Le rappel fut une gifle, une douche d'eau froide pour s'assurer qu'elle n'oublie jamais les règles de leur arrangement. Sa première fonction officielle en tant que Madame Montgomery fut un dîner de collecte de fonds pour l'hôpital, organisé 2 soirs plus tard. La transformation fut vertigineuse. Une équipe de stylistes convoquée par Henri avait débarqué chez elle. Armé de robes de créateur, de bijoux en diamants et de trousses de maquillage, il l'avait sculptée en une nouvelle personne, une créature de la haute société qu'elle ne reconnaissait pas dans le miroir. Quand elle émergea, Henri attendait. Il était habillé d'un smoking impeccable, incroyablement beau. Il la détailla des pieds à la tête, ses yeux gris procédant à une évaluation clinique. « Acceptable », dit-il. Le seul mot d'approbation, délivré avec la chaleur émotionnelle d'un rapport de laboratoire. Mais alors qu'il la conduisait à la voiture, sa main posée sur le creux de ses reins, elle sentit un léger tremblement dans ses doigts. Le contact, destiné au chauffeur, était une décharge électrique qui trahissait sa façade froide. À l'événement, il fut un maître acteur. Il était le mari dévoué et charmant, sa main toujours posée sur elle avec possessivité, son sourire éclatant. Il se penchait pour lui chuchoter une observation pleine d'esprit à l'oreille, son souffle chaud contre sa peau, la faisant frissonner. Il touchait son bras, son épaule, sa main. Chaque toucher était une partie parfaitement exécutée du jeu, mais chacun envoyait une décharge confuse et excitante à travers elle. Leur performance était parfaite, si convaincante qu'eux-mêmes semblaient s'y perdre. Le moment le plus difficile arriva lorsque sa mère s'approcha, le regard aigu et critique. « Eh bien, Henri, dit-elle, son regard balayant Émilie, tu es vraiment plein de surprises. »« Émilie est la meilleure surprise de ma vie, » répondit Henri avec aisance, attirant Émilie plus près et déposant un baiser doux et appuyé sur sa joue. Le geste était destiné à sa mère, une démonstration publique d'affection. Mais ses lèvres étaient chaudes, son toucher doux, et pendant une fraction de seconde, les paupières d'Émilie battirent. Elle ressentit quelque chose, une étincelle authentique et indéniable, et elle sut avec une certitude terrifiante qu'il l'avait ressenti aussi. Le trajet du retour aux Pentouzes fut chargé d'une tension nouvelle et inexprimée. L'air crépitait du fantôme de ce moment quasi intime. Il se tenait dans le salon silencieux,
les lumières de la ville scintillant en contrebas. « Tu as bien joué ce soir, » dit Henri, la voix tendue. Il ne la regardait pas. « Toi aussi. » répondit-elle, sa propre voix à peine un murmure. Un silence pesant s'installa entre eux. Ils pensaient tous les deux à la même chose. Le baiser sur la joue, la façon dont elle s'était blottie contre son contact, le regard dans ses yeux quand il s'était écarté. Cela avait semblé trop réel. Il s'éclaircit la gorge, reculant d'un pas, rétablissant physiquement la distance entre eux. « Bonne nuit, Émilie, » dit-il brusquement, sa voix redevenue froide et formelle. Il tourna les talons et se retira dans la sécurité de son aile du Penthouse. « Bonne nuit, Henri, » murmura-t-elle à la pièce vide. Le déni avait commencé. Ils avaient tous deux ressenti la première étincelle dangereuse d'émotions authentiques. Et ils savaient tous les deux, avec une clarté froide et terrifiante, que l'admettre, même à eux-mêmes, signifierait la fin de l'arrangement dont ils avaient tous deux désespérément besoin. Le jeu était devenu infiniment plus dangereux. Le stress de sa nouvelle double vie, la performance constante, l'anxiété rongeante de maintenir le contrat, les montagnes russes émotionnelles du comportement chaud-froid d'Henri commencèrent à faire des ravages. Une semaine après le dîner, Émilie se réveilla avec la gorge irritée et un léger mal de tête. Elle mit cela sur le compte de l'épuisement, avala quelques cachets et arbora un sourire éclatant. Elle avait une journée chargée, notamment accompagner Henri à un déjeuner avec le conseil d'administration de l'hôpital. Elle ne pouvait pas se permettre de montrer la moindre faiblesse. En milieu de journée, cependant, le mal de tête était devenu un tambour martelant derrière ses yeux, et un frisson fébrile avait commencé à s'insinuer dans ses os. Elle se sentait étourdie et faible, mais elle tint bon, sa fierté refusant de la laisser faiblir. Ils étaient à la réception précédant le déjeuner quand cela arriva. Elle écoutait le président discourir sur les plans d'expansion de l'hôpital quand soudain la pièce bascula, les bords de sa vision s'obscurcirent. Elle vacilla, tendant la main pour se stabiliser contre une table proche. Henri, qui était en conversation animée de l'autre côté de la pièce, le vit instantanément. Sa tête se releva brusquement, son regard clinique se verrouillant sur elle avec une précision laser. Il vit son visage pâle, le léger tremblement de sa main, la sueur sur son front. Dans un geste qui stupéfia toute l'assemblée, il interrompit brusquement son interlocuteur, traversa la salle de réception à grandes enjambées et la prit par le bras. « Excusez-nous » annonça-t-il au président interloqué, sa voix un ordre grave et ferme. « Ma femme ne se sent pas bien. Nous partons. » Il n'attendit pas de réponse. Il la guida hors de la pièce, sa main un soutien ferme et rassurant dans son dos, ignorant les chuchotements et les regards qui les suivaient. « Je vais bien » protesta-t-elle faiblement dans l'ascenseur. « J'ai juste eu un petit vertige. »« Tu ne vas pas bien » rétorqua-t-il, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. Il posa le dos de sa main sur son front, son toucher étonnamment doux. « Tu as de la fièvre. Tu rentres à la maison et tu te mets au lit. » C'était un ordre délivré avec toute la force de son autorité, à la fois en tant que mari contractuel et médecin. De retour au Penthouse, il ne se contenta pas de l'envoyer dans sa chambre. Il la suivit, son inquiétude palpable. « Mets-toi au lit » ordonna-t-il. « Je reviens tout de suite. » Il revint quelques minutes plus tard avec un thermomètre, des médicaments et un verre d'eau. Il prit sa température avec une efficacité professionnelle, son expression sombre en lisant le résultat. 39 degrés Celsius. « C'est une grippe » diagnostiqua-t-il. « Tu t'es épuisé. » Pour le reste de la journée, il devint son infirmier réticent et hyper efficace. Il annula toutes ses opérations de l'après-midi, un geste qu'elle savait être pratiquement inédit. Il lui apporta de la soupe, qu'il avait apparemment obligé son chef privé à préparer de zéro. Il veilla à ce qu'elle soit hydratée, à ce qu'elle prenne ses médicaments à l'heure. Il était brusque, son chevet était clinique, mais ses actions parlaient plus fort que ses mots. Son souci était tangible dans la pièce. Cette nuit-là, la fièvre monta. Elle dérivait, entrant et sortant d'un sommeil agité et fiévreux, hanté par des rêves décousus. À un moment, elle sentit une main fraîche sur son front et gémit, à moitié endormie. « Chut, tout va bien » murmura une voix grave dans l'obscurité. « C'est juste la fièvre. » Elle entr'ouvrit les yeux pour voir Henri assis sur la chaise à côté de son lit, une lampe tamisée projetant de longues ombres sur son visage. Il la regardait, son expression sans défense dans la pénombre. « Tu es encore là » marmonna-t-elle,
la voix épaisse de sommeil. « Je suis là », confirma Théil doucement. Il tendit la main pour vérifier sa température, sa main fraîche et stable sur sa peau brûlante. Alors que sa main reposait sur son front, son pouce, dans un geste lent et inconscient, caressa sa tempe. C'était un geste simple et apaisant, un geste de tendresse pure et irréfléchie. Ce n'était pas l'action d'un médecin avec son patient ou d'un homme remplissant un contrat. C'était un acte de soin authentique. Il sembla réaliser ce qu'il faisait au même moment qu'elle. Il retira sa main comme s'il s'était brûlé, un éclair de choc et d'auto-accusation traversant son visage. Il fixa sa propre main, puis elle, la mâchoire serrée par une soudaine irritation féroce, une irritation dirigée entièrement contre lui-même. Il avait enfreint sa propre règle cardinale. Il avait permis à une variable émotionnelle d'entrer dans l'équation. Sans un mot de plus, il se leva et sortit de la pièce, la laissant seule dans l'obscurité, sa peau encore picotant du fantôme de son contact. Il était terrifié, réalisa Théil, non pas par elle ou par la grippe, mais par la vérité indéniable et terrifiante que son propre cœur le trahissait. Après qu'Émilie se fut remise de la grippe, une nouvelle tension fragile s'installa entre eux. L'acte de soin d'Henri et sa retraite paniquée qui avait suivi avaient été un aveu silencieux. Ils savaient tous les deux qu'il avait ressenti quelque chose et ils savaient tous les deux qu'ils ne pouvaient pas en parler. Ils se contournaient l'un l'autre, leurs conversations douloureusement polies, leurs interactions méticuleusement professionnelles, chacun essayant désespérément de renforcer les murs qui s'effritaient de leur contrat. L'univers, cependant, semblait en avoir décidé autrement. « Nous devons aller à Florence », annonça Henri un soir, le ton brusque, les yeux fixés sur un dossier qu'il lisait. « Florence ?» demanda Émilie, surprise. « Il y a un symposium de neurochirurgie à l'hôpital universitaire Carégie », expliqua-t-il, ne la regardant toujours pas. « Je suis le conférencier principal. En tant qu'épouse dévouée, ta présence est attendue. Nous partons vendredi. » La pensée d'être coincée avec lui pendant 3 jours dans la ville la plus romantique du monde était à la fois terrifiante et exaltante. Florence était un rêve, mais pour Émilie et Henri, ce fut une belle chambre de torture baignée de soleil. Pour maintenir leur image publique, ils étaient contraints à une intimité performative constante qui semblait dangereusement réelle. Ils devaient partager une suite, avec chambres séparées, bien sûr, mais un espace de vie commun. Ils devaient se promener bras dessus, bras dessous dans les rues pavées, posant pour des photos pour l'équipe des réseaux sociaux de l'hôpital qui documentait le voyage. Lors de leur premier après-midi, on leur demanda de prendre quelques clichés romantiques pour la newsletter de l'hôpital. Ils se retrouvèrent sur le pont de Vecchio, un photographe professionnel les dirigeant. « Plus près » cria le photographe. « Docteur Montgomery, passez votre bras autour d'elle. » Madame Montgomery riait. « Regardez-le comme si vous l'adoriez. » Le bras d'Henri était comme une marque autour de sa taille. Émilie força un rire, rejeta la tête en arrière pour le regarder, et fut surprise par l'expression dans ses yeux. Il la regardait, non pas avec le détachement froid d'un partenaire commercial, mais avec une intensité brute et sans défense qui lui coupa le souffle. « Parfait !» cria le photographe. Plus tard, ils achetèrent des glaces et s'assirent sur les marches d'une place, le chaud soleil italien sur leur visage. Pendant un instant, ils oublièrent qu'ils jouaient la comédie. Ils parlèrent, vraiment parlèrent, de l'art, de l'histoire, de la beauté de la ville. Il lui raconta un été qu'il avait passé ici comme étudiant en médecine, et elle lui parla de son rêve de croquer un jour le dôme. Ils rirent à une blague qu'il fit, un vrai rire partagé qui résonna sur la place ensoleillée. C'était facile. C'était naturel. C'était terrifiant. Le point de rupture arriva leur dernière nuit. Après le dîner officiel du symposium, ils décidèrent de retourner à l'hôtel à pied, l'air chaud et parfumé au jasmin. Ils errèrent dans les rues calmes et sinueuses, leurs pas résonnant sur les pierres anciennes. Ils tombèrent sur une petite place cachée où un violoniste solitaire jouait un air romantique et envoûtant. Quelques autres couples étaient dispersés autour, écoutant, enlacés. Henri et Émilie s'arrêtèrent, attirés par la musique. Ils restèrent là, dans la douce lueur des réverbères, sans parler, écoutant simplement. La musique enfla, une mélodie de désir et d'amour, et sembla remplir l'espace entre eux, disant tout ce qu'ils ne pouvaient pas dire. Au milieu de la petite foule, sous la lune toscane, il se tourna pour la regarder. Le monde autour d'eux sembla fondre. Il n'y avait plus de caméra, plus de collègues, plus de contrats. Il n'y avait que la musique,
le clair de lune et la vérité indéniable dans ses yeux. Il la voyait, elle. Pas mademoiselle Scott, sa femme contractuelle, pas la femme du dîner. Il voyait Émilie, et elle le voyait, lui. Pas le chirurgien milliardaire, mais Henri, l'homme qui avait pris soin d'elle quand elle était malade, l'homme qui avait ri avec elle autour d'une glace. Lentement, inévitablement, il commença à se pencher. Le désir dans ses yeux était un aveu clair et sans ambiguïté. Ses lèvres étaient à quelques centimètres des siennes. C'était ça. Le moment que la tempête avait interrompu, le moment qu'ils avaient tous deux redouté et secrètement désiré, le baiser qui mettrait fin à tout. Et puis, au même instant exact, ils reculèrent tous les deux comme s'ils avaient été électrocutés. La panique flamboya dans leurs yeux, la réalisation partagée et terrifiante de ce qu'ils avaient failli faire. Ils avaient failli briser le contrat. Ils avaient failli choisir un moment de vérité plutôt qu'une année de sécurité. Il se fait tard, dit-il, la voix tendue, un raclement dur dans la place silencieuse. Oui, nous devrions y aller, répondit-elle, sa propre voix un murmure haletant. Ils firent demi-tour et retournèrent à l'hôtel dans un silence suffocant et frénétique, un bon espace entre eux, chacun prisonnier de sa propre terreur privée, horrifié non pas par les règles artificielles de leur contrat, mais par les lois indéniables et incontrôlables de leur propre cœur. Aimez-vous cette histoire? N'oubliez pas de vous abonner et de nous aider à grandir. Merci d'être là. Le vol retour de Florence fut une étude de tension silencieuse et angoissante. Henri et Émilie étaient assis côte à côte, un gouffre de mots non dits entre eux. Le quasi-baiser sur la place avait brisé leur trêve fragile. Le déni n'était plus possible. Ils connaissaient tous deux la vérité, et cette connaissance était une substance dangereuse et volatile qui menaçait d'exploser à tout moment. Ils retournèrent aux pentouses et dans leurs ailes respectives. La distance physique, un bouclier bienvenu si inadéquat. Ils s'évitèrent pendant 2 jours, ne communiquant que par texto professionnel et laconique. L'explosion ne vint pas de l'intérieur, mais du monde extérieur. Le 3e jour, Émilie parcourait un fil d'actualité sur sa tablette quand un titre lui glaça le sang. La fonte du roi de glace, ma vie avec le docteur sans cœur par Catherine Sterling. C'était un extrait exclusif des mémoires à sensation de l'ex-femme d'Henri. D'une main tremblante, Émilie cliqua sur le lien. L'article était un chef-d'œuvre de diffamation caractérologique. Catherine ne dépeignait pas seulement Henri comme un mari négligent, mais comme un monstre froid et insensible. Elle déformait son dévouement à son travail en une obsession pathologique, son besoin de confidentialité en un secret sinistre, sa nature tranquille en une rétention émotionnelle cruelle. Elle détaillait des disputes fabriquées, déformait des moments privés en griefs publics, et se présentait comme la victime aimante et longtemps souffrante d'un homme incapable d'émotions humaines. L'article fit un tabac viral. La section des commentaires était un cloaque de vitriol dirigé contre Henri. Sociopathe, narcissique. Il sauve des vies mais détruit les foyers. Émilie sentit une rage brûlante monter dans sa poitrine. C'était un mensonge. Tout cela. L'homme qu'elle décrivait était une caricature, un méchant de roman de gare. Ce n'était pas l'homme qui avait ri avec elle à Florence, ni l'homme qui avait doucement posé une compresse fraîche sur son front au milieu de la nuit. Elle trouva Henri dans son bureau. La pièce était sombre, éclairée seulement par la lueur des lumières de la ville à travers l'immense fenêtre. Il se tenait près du bar, une bouteille de whisky à moitié vide sur le comptoir, un verre à la main. Il fixait l'obscurité au dehors, sa posture rigide avec une douleur qui était presque une présence physique dans la pièce. « Henri » dit-elle doucement depuis la porte. Il ne se retourna pas, « Tu ne devrais pas être là » dit-il, sa voix un raclement grave et rude. « Va dans ta chambre. » J'ai lu l'article, dit-elle, ignorant son ordre et s'avançant dans la pièce. Ce ne sont que des mensonges. Il laissa échapper un rire court et amer. Ah bon? Un homme froid et insensible qui utilise des contrats pour gérer ses relations? Ça semble juste, non? Non, dit-elle, la voix ferme. Elle s'approcha de lui et prit doucement le verre de whisky de sa main, le posant sur le comptoir. Elle ne mérite pas ta souffrance, Henri. Elle n'en vaut pas la peine. Il se tourna enfin pour la regarder, et l'agonie brute et sans défense dans ses yeux lui serra le cœur. Les murs soigneusement construits du chirurgien milliardaire s'étaient effondrés, ne laissant qu'un homme profondément blessé. « Et qu'est-ce que tu en sais ?» demanda-t-il, la voix épaisse d'amertume et d'autodépréciation. « Qu'est-ce que tu sais de ce que je mérite ?»
Je sais, dit-elle, sa voix s'adoucissant, son regard accrochant le sien, que l'homme qu'elle décrit dans cet article n'est pas l'homme qui a pris soin de moi quand j'étais malade. Ce n'est pas l'homme qui m'a fait rire sur une place à Florence. Ce n'est pas l'homme que je vois en ce moment. Sa loyauté féroce et inattendue, sa défense inébranlable de lui face à son propre doute, fut la seule chose à laquelle il n'était pas préparé. Cela brisa ses dernières défenses. La douleur, l'humiliation, la solitude, tout cela se coalessa en un seul besoin désespéré et accablant. Avec un gémissement sourd qui venait des profondeurs de son âme, il l'attira à lui. Ses mains s'enroulèrent dans ses cheveux, sa bouche s'écrasant sur la sienne. Ce n'était pas un baiser de tendresse ou de séduction. C'était un baiser de désespoir, de famine. C'était le baiser d'un homme qui se noie s'accrochant à sa seule bouée de sauvetage. C'était brut, avide, et totalement dévorant. Une tentative désespérée d'effacer la douleur du passé avec la réalité indéniable et à couper le souffle du présent. Émilie répondit à son désespoir par le sien, ses bras s'enroulant autour de son cou, son corps se fondant contre le sien. C'était ça, la vérité inévitable, catastrophique et magnifique. Le baiser prit finalement fin. Ils s'écartèrent, haletants, leurs fronts reposant l'un contre l'autre. Ils se fixèrent dans les yeux, l'air crépitant des répliques de ce qu'ils venaient de faire. L'horreur de leur action les frappa tous les deux au même moment. Ils venaient de briser le contrat de la manière la plus indéniable possible. C'était fini. Le silence dans le bureau était absolu, rompu seulement par leur respiration haletante. Le baiser avait été un aveu de tout ce qu'ils avaient combattu si désespérément pour nier. Le jeu était terminé. Les règles avaient été brisées. Henri fut le premier à s'écarter, reculant comme s'il avait été frappé physiquement. Il la fixa, son visage un masque d'horreur et d'autodérision. Il regarda ses propres mains comme si elles l'avaient trahi. « Je t'ai embrassé, dit-il, la voix creuse, dépourvue de toute émotion. Il était un médecin diagnostiquant une blessure fatale. J'ai ressenti de l'attachement. » Il marcha vers son bureau, ses mouvements mécaniques, rigides. Il n'était plus l'homme passionné et désespéré qu'il avait embrassé. Il était le docteur Henri Montgomery, l'homme de logique, l'homme des règles. Et il était sur le point d'appliquer la règle la plus douloureuse qu'il ait jamais écrite. Conformément à l'article 11 de notre accord, récita-t-il, les mots sonnant comme une sentence de mort. Le contrat est maintenant résilié. Il s'assit sur sa chaise, le dos droit comme un i, et commença à taper sur son ordinateur. Il préparait le transfert de fonds final, les papiers de rupture. Il suivait son propre protocole, même si cela le détruisait visiblement. Il amputait le membre pour sauver le corps, la coupant de sa vie pour préserver l'ordre froid et vide qu'il avait construit autour de lui. Émilie le regarda, le cœur se brisant en 1 million de morceaux. Il allait le faire. Il allait vraiment la laisser partir, la repousser, à cause d'une clause stupide et impossible qu'il avait créée pour protéger un cœur déjà clairement brisé. Un feu, né de l'amour et d'une colère féroce et désespérée, s'alluma dans son âme. Elle ne le laisserait pas faire. Elle ne le laisserait pas se cacher derrière ses propres murs. « Attends, dit-elle, la voix tremblante mais ferme. Il ne leva pas les yeux de son écran. Les termes sont clairs, Émilie. J'ai brisé la clause. Les conséquences sont automatiques. Alors tu es un imbécile, répliqua-t-elle, s'approchant de son bureau et se tenant devant lui, le forçant à la regarder. Il leva enfin les yeux, et la douleur dans ses yeux était si profonde qu'elle lui coupa le souffle. Si nous allons être honnêtes, dit-elle, sa voix résonnant avec une force nouvelle, si nous allons invoquer l'unique clause qui exige la vérité, alors soyons complètement honnêtes. Elle prit une profonde inspiration pour se calmer. Tu n'as pas été le seul à briser le contrat, Henri, avoua-t-elle, son regard inébranlable. Je l'ai brisé aussi, il y a des semaines. Peut-être même dès la première nuit au mariage. Je suis tombée amoureuse de toi. Je suis amoureuse de toi. Son aveu flotta dans l'air, une contre-attaque magnifique et stupéfiante. Il la fixa, complètement sans voix. Il s'était préparé à toute éventualité, à toutes les variables, sauf à celle-ci. La clause impossible avait créé une impasse impossible. Il avait enfreint la règle, donc il était obligé de mettre fin au contrat. Mais elle l'avait enfreinte aussi. S'ils étaient tous deux en faute, qui avait le droit d'appliquer la pénalité ?
la règle même qui était conçue pour les séparer les liait maintenant ensemble dans leur culpabilité mutuelle partagée. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, Henri, demanda-t-elle doucement, un défi dans ses yeux. Tu ne peux pas me renvoyer pour avoir enfreint une règle que tu as enfreinte toi-même. Tu ne peux pas m'appliquer une pénalité que tu mérites aussi. Ton contrat parfait, logique, à l'épreuve des émotions, il a une faille. Il regarda son visage plein de défis et d'amour, puis les papiers de rupture sur son écran. Son monde entier, un monde construit sur des règles et le contrôle, venait d'être bouleversé par la seule variable qu'il avait refusé de considérer. C'était un génie, un maître de la logique. Mais à cet instant, confronté à la vérité magnifique, illogique et indéniable de leur amour partagé, il n'avait absolument aucune idée de quoi faire. L'aveu mutuel les laissa dans un état suspendu impossible. Le contrat était brisé, mais il ne pouvait pas être appliqué. Ils étaient liés par la règle même qui aurait dû les déchirer. L'air du Penthouse, autrefois chargé de tensions inexprimées, était maintenant épais d'une vérité douloureusement exprimée qu'ils ne savaient pas comment naviguer. Ils passèrent les 2 jours suivants comme des fantômes dans le magnifique appartement, s'évitant, perdus dans leurs propres pensées confuses. Le fondement de leur relation, le contrat, avait disparu, et ils étaient en chute libre sans filet. Finalement, ce fut Émilie qui brisa le silence. Elle trouva Henri dans son bureau, regardant par la fenêtre, ayant l'air aussi perdu qu'elle se sentait. « Je dois y aller, dit-elle, sa voix calme mais ferme. Je ne peux pas rester ici comme ça, Henri. Pas dans cette incertitude. Le contrat est brisé. La raison pour laquelle je suis ici a disparu. J'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin d'espace. » Il se tourna vers elle, son expression marquée par une douleur qui reflétait la sienne. Il voulait discuter, lui dire de rester, mais il n'en avait pas le droit. C'était lui qui avait écrit les règles. « Je comprends, dit-il, la voix rauque. » Quitter le Penthouse fut comme s'arracher une partie d'elle-même. Elle retourna à son modeste appartement, que sa mère avait entretenu. Les dettes avaient disparu. La santé de sa mère était assurée. Les raisons pratiques du contrat étaient remplies. Mais sa vie, qui aurait dû sembler libre et sans fardeau, semblait maintenant vide, sans couleur. Le silence dans son petit appartement était un vide douloureux, un contraste saisissant avec le silence chargé et significatif qu'elle avait partagé avec Henri. Henri, quant à lui, était à la dérive dans sa propre forteresse froide et vide. Le Penthouse, autrefois son sanctuaire d'ordre et de contrôle, était maintenant un monument à son échec. Son absence était une présence physique, un vide dans chaque pièce. Il passait devant sa porte et ressentait une pointe de perte si aiguë que c'était comme un coup physique. Il avait construit un monde pour se protéger de l'émotion, et maintenant il s'y noyait. Il avait perdu. Il avait essayé de contrôler l'amour, et l'amour avait brisé son monde parfait et logique. Une semaine après le départ d'Émilie, sa mère, Éléanore, arriva au Penthouse pour leur dîner hebdomadaire programmé. Elle le trouva dans son bureau, un verre de whisky à la main, fixant un mur blanc. La maison était immaculée, mais elle semblait morte. « Bon sang, Henri, dit-elle, ses yeux perçants remarquant son apparence négligée, le vide dans ses yeux. Tu as une mine épouvantable. Où est cette fille ? La fille Scott ? Elle est partie, dit Henri, la voix plate. Partie ? Comment ça, partie ? Je commençais juste à l'apprécier. Elle avait de la colonne vertébrale. Pas comme cette insignifiante héritière du textile, renifla Éléanore, sa désapprobation de ses précédents parties potentielles toujours présente. Que as-tu fait ? Henri, pour la première fois de sa vie, raconta toute la vérité à sa mère. Il lui parla du contrat, de la clause impossible, du baiser, de l'aveu mutuel et du départ d'Émilie. Éléanore écouta, son expression indéchiffrable. Quand il eut terminé, elle resta silencieuse un long moment. Il s'attendait à une leçon, à « je te l'avais bien dit », sur la folie de s'impliquer avec quelqu'un d'un monde différent. Au lieu de cela, elle laissa échapper un soupir exaspéré. « Toi, mon fils, dit-elle, la voix étonnamment douce, tu es un génie idiot. » Elle se leva et s'approcha de lui. « Tu crées une règle ridicule d'auto-sabotage pour te protéger d'avoir mal. Et quand tu trouves enfin une femme avec la force et le caractère pour réellement la briser, tu la laisses partir à cause de cette règle. De toutes les choses stupides et illogiques que tu aies jamais faites, c'est de loin la plus bête. » Henri la fixa, stupéfait. Sa mère,
la matriarche redoutable qui avait orchestré sa vie sociale d'une main de fer, la femme qui l'avait poussée vers des partis appropriés, prenait le parti d'Émilie. Elle lui tapota la joue, un geste rare d'affection. « Je ne sais pas quel accord ridicule vous aviez, mais je sais ce que j'ai vu. Cette fille te regarde comme si tu avais décroché la lune. Et toi, mon fils, tu n'avais pas l'air aussi vivant, aussi humain depuis avant la mort de ton père. Maintenant, arrête de te morfondre et va réparer le gâchis que tu as fait. » Sur ce, elle tourna les talons et le laissa seul dans le bureau. Ces paroles, la bénédiction la plus inattendue, la validation la plus surprenante, furent comme une clé tournant dans une serrure dont il ignorait même l'existence. Quelques minutes plus tard, Eleanor, depuis l'intimité de sa voiture, passa un appel téléphonique. « Émilie, ma chère, dit-elle, sa voix chaleureuse et complice. C'est Eleanor Montgomery. J'espère ne pas te déranger. J'appelle parce que mon fils se comporte comme un idiot, et je crois que tu es la seule qui puisse le réparer. » L'appel d'Eleanor laissa Émilie stupéfaite. La femme qu'elle avait vue comme un obstacle redoutable et plein de jugement venait de devenir son alliée la plus improbable. La conversation fut brève, mais le message d'Eleanor était clair, « Mon fils est malheureux sans toi. Va le chercher. » Mais Émilie savait que ce n'était pas à elle de faire le premier pas. Elle avait avoué ses sentiments. Elle lui avait montré son cœur. La prochaine étape, s'il devait y en avoir une, devait venir de lui. Il devait être celui qui choisirait de briser ses propres règles, de sortir de sa forteresse de logique et d'entrer dans le monde désordonné et imprévisible des émotions réelles. Pendant ce temps, Henri était un homme désemparé. Les paroles de sa mère avaient dépouillé sa dernière défense, la logique froide et dure du contrat. Il avait suivi ses propres règles à la lettre et elle l'avait conduit à cet enfer vide et silencieux. Il avait gagné la bataille pour le contrôle, mais avait perdu la guerre pour le bonheur. Il pensa à Émilie. Il pensa à sa loyauté féroce quand le livre de son ex-femme était sorti. Il pensa à son rire à Florence. Il pensa au regard dans ses yeux quand elle lui avait avoué son amour, un regard d'honnêteté si brute et terrifiante. Il réalisa que toute sa vie avait consisté à atténuer les risques, à contrôler les variables, à se protéger. Mais le plus grand risque, il le comprenait maintenant, n'était pas d'aimer et d'avoir mal. Le plus grand risque était de ne jamais aimer du tout. Il ne pouvait pas supporter le silence du Pentouse une seconde de plus. Il attrapa ses clés de voiture et conduisit sans but précis. Il se retrouva une heure plus tard garé en face du petit dîner modeste où il lui avait présenté le contrat pour la première fois. Il regarda les serveuses s'affairer à l'intérieur, la vapeur embuait les vitres. Cela semblait dater d'une vie entière. Il la vit. Elle était assise seule à une petite table près de la fenêtre, une tasse de café entre les mains, regardant la rue avec un air triste et lointain dans les yeux. Elle était belle et fragile et complètement hors de sa portée. Pendant un long moment, il resta là, le cœur battant. Il était terrifié. Lui, le docteur Henri Montgomery, qui pouvait tenir un cerveau humain entre ses mains sans un tremblement, était terrifié à l'idée de traverser la rue et de parler à une serveuse. Prenant une profonde inspiration, il sortit de la voiture. Il entra dans le dîner, la clochette au-dessus de la porte tintant, annonçant son arrivée comme avant. Elle leva les yeux et ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Il s'approcha de sa table et s'assit sur la chaise en face d'elle. Il ne parla pas, se contenta de la regarder, buvant son image, mémorisant la courbe de ses lèvres, l'intelligence dans ses yeux. « Tu avais raison, dit-il enfin, la voix crue et douce. J'étais un imbécile. J'ai construit une forteresse de glace autour de moi pour me protéger d'une douleur survenue il y a des années, et je n'ai même pas réalisé que je gelais à l'intérieur. » Il tendit la main à travers la table, sa main planant au-dessus de la sienne, n'osant pas la toucher sans permission. « Et puis tu es arrivé. Tu n'as pas essayé d'abattre les murs. Tu as juste apporté tant de chaleur et de lumière que tu les as fait fondre de l'intérieur. Je suis terrifié, Émilie. Je suis terrifié à l'idée d'éprouver autant de sentiments pour quelqu'un, mais j'ai appris cette semaine que je suis bien plus terrifié à l'idée de vivre le reste de ma vie sans toi. » Il fit glisser un document sur la table. Ce n'était pas un contrat. C'était un billet d'avion première classe, ouvert, pour n'importe où dans le monde. « Tu es libre, Émilie, dit-il, la voix épaisse d'une émotion qu'il ne cherchait plus à cacher. Vraiment libre. La fiducie pour les soins de ta mère est irrévocable. Elle est garantie pour toute sa vie, quoi qu'il arrive. Tu ne me dois rien.
Tu peux prendre ce billet et tu peux aller n'importe où, être n'importe qui, construire la vie que tu veux, et je ne t'embêterai plus jamais. Il la regarda, le cœur dans les yeux. Mais j'espère, murmura-t-il, la voix brisée, que tu choisis de rester. J'espère que tu me choisis, moi. Il se leva, sa chaise raclant le sol en linoléum. Il n'attendit pas sa réponse. Il ne le pouvait pas. Il avait déposé son cœur, son espoir et sa vulnérabilité sur la table. Il lui avait donné le choix ultime, sans attache, sans clause, sans condition. Il tourna les talons et sortit du dîner, la laissant seule avec le billet pour n'importe où, et la question tacite de savoir si son monde était encore avec lui. Émilie resta assise dans le dîner silencieux, le murmure des conversations et le tintement des couverts s'estompant en un bourdonnement lointain. La seule chose qui semblait réelle était le billet d'avion posé sur la table devant elle. C'était un bout de papier qui représentait la liberté absolue. Paris, Rome, Tokyo, une nouvelle vie, une page blanche, une chance d'être l'artiste dont elle avait toujours rêvé sans dette, sans souci, sans attache. C'était tout ce qu'elle aurait dû vouloir. Mais en le regardant, elle ne ressentit pas un frisson d'excitation. Elle ressentit un vide profond et douloureux. Un monde sans Henri, aussi beau et exotique soit-il, lui semblait un monde en noir et blanc. Il était la couleur. Il était la chaleur. Il était la variable chaotique, terrifiante et magnifique qui la faisait se sentir vivante. Elle pensa à son visage quand il avait plaidé sa cause, la vulnérabilité brute, la peur, l'espoir. Il lui avait fait le cadeau ultime, un choix sans condition. Il lui avait enfin vraiment fait confiance. Elle n'avait pas besoin de réfléchir. Son cœur avait déjà pris sa décision des semaines auparavant. Elle laissa le billet sur la table, une offrande silencieuse à une vie qu'elle ne voulait plus, et sortit du dîner. Henri était dans son bureau, arpentant comme un animal en cage. Il fixait son téléphone depuis 1 heure, attendant, espérant, redoutant. Il avait joué sa dernière carte, et maintenant il n'avait plus de mouvement. Il était complètement, totalement impuissant. Il entendit le doux carillon de son ascenseur privé arrivant à l'étage du Penthouse. Son cœur s'arrêta. Il resta figé, respirant à peine, et écoutant les pas doux s'approcher de son bureau. La porte s'ouvrit. C'était Émilie. Elle se tenait sur le seuil, son expression calme et certaine. Elle ne dit pas un mot. Elle marcha vers son bureau où se trouvait une photo encadrée de ses parents. Elle la prit, puis se dirigea vers le bar où reposait le billet d'avion ouvert. Elle posa le billet sur le bar, puis se dirigea vers le grand tableau abstrait accroché au mur. « Que fais-tu » demanda-t-il enfin, sa voix un murmure. « Je redécore, dit-elle simplement. Elle revint vers lui, s'arrêtant à quelques pas. « Je ne veux pas d'un billet pour le monde, Henri, dit-elle, sa voix douce, mais résonnant avec une force qui remplit la vaste pièce. J'ai déjà mon monde. Elle fit un pas de plus. Il est ici avec toi. Le soulagement qui inonda son visage était si profond que c'était comme regarder une statue prendre vie. Il franchit l'espace entre eux en une seule enjambée, ses mains venant encadrer son visage comme pour s'assurer qu'elle était réelle. J'ai cru t'avoir perdu, souffla-t-il, son front reposant contre le sien. Jamais, murmura-t-elle, ses mains venant se poser sur sa poitrine, sentant le battement frénétique et soulagé de son cœur. Tu devais juste venir me chercher. Il l'attira dans une étreinte désespérée et globale qui ne parlait pas de passion, mais de retour au foyer. C'était la première fois qu'ils se tenaient l'un l'autre sans l'ombre du contrat, sans règles, sans peur. C'était juste eux. Je t'aime, Émilie, dit-il, la voix épaisse d'émotion, étouffée par ses cheveux. Je t'aime, Henri, répondit-elle, la voix pleine d'une joie si pure qu'elle lui mit les larmes aux yeux. Ils s'étaient retrouvés, non pas en suivant les règles, mais en ayant le courage de les briser. Et, cher auditeur, aimez-vous cette histoire ? N'oubliez pas de vous abonner et de nous aider à grandir. Merci d'être là. Les semaines qui suivirent furent une révélation, vivre ensemble sans le poids suffocant du contrat. Ils découvrirent le rythme simple et magnifique d'être un vrai couple. Ils apprirent les habitudes de l'autre, la façon dont il laissait toujours sa tasse de café au bord du comptoir, la façon dont elle fredonnait doucement en dessinant. Ils eurent des conversations tard dans la nuit qui n'avaient rien à voir avec les apparitions publiques et tout à voir avec leurs espoirs, leurs peurs et leur avenir commun. Henri, de son côté, était un homme transformé.
Le froid chirurgien clinique avait été remplacé par un partenaire chaleureux et attentif. Il rentrait de l'hôpital et la première chose qu'il faisait était de la chercher. Son sourire était authentique, ses yeux pleins d'un amour qu'il ne cherchait plus à cacher. Il s'intéressa sincèrement à son art, transformant l'une des chambres d'amis du Pentouse en un magnifique atelier baigné de lumière pour elle, sans même qu'elle ait à le demander. Un soir, environ un mois après son retour, il rentra à la maison avec un sourire mystérieux. « Mais quelque chose de joli, dit-il, ses yeux pétillant d'un secret. « Nous avons une réservation. »« Une réservation où ?» demanda-t-elle, intriguée. « Tu verras » fut tout ce qu'il dit. Il l'emmena à l'opulent Plaza, l'hôtel où leur étrange et compliquée histoire avait commencé. Mais il ne la conduisit pas à la grande salle de bal. Au lieu de cela, il la mena à un ascenseur privé jusqu'à une magnifique terrasse sur le toit qui avait été fermée au public pour la nuit. La terrasse était vide, à l'exception d'une table unique dressée pour deux, entourée de centaines de bougies vacillantes. Dans le coin, un violoncelliste solitaire jouait la même musique classique douce que celle de la soirée du mariage. « Henri, qu'est-ce que tout cela ?» souffla Émilie, complètement submergée. « C'est ici que nous avons eu notre premier moment de simulation, » dit-il en prenant ses mains dans les siennes. « Je voulais que notre premier vrai moment ait lieu ici aussi. » Il la regarda, ses yeux gris, autrefois si froids et analytiques, maintenant remplis d'une chaleur et d'un amour si profond que cela lui serra le cœur. « Notre contrat est terminé, Émilie, » commença-t-il, sa voix grave et sérieuse. « Mais je me trouve à vouloir en proposer un nouveau, un permanent. » Il s'agenouilla lentement. Le neurochirurgien milliardaire, l'homme qui commandait les salles de conseil et les blocs opératoires, s'agenouillait devant elle sous les étoiles. Il sortit une petite boîte en velours de sa poche et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une bague en diamant simple et élégante qui scintillait à la lueur des bougies. Ce n'était pas une pierre flashy ou ostentatoire. Elle était de bon goût, intemporelle et parfaite. « Emily Scott, » dit-il, la voix épaisse d'une émotion qu'il ne cherchait pas à dissimuler. « Tu es entrée dans ma vie comme une variable que je ne pouvais pas contrôler, et tu es devenue la seule chose sans laquelle je ne peux pas vivre. Tu m'as appris qu'une vie sans risque est une vie sans joie, et qu'un cœur sans amour n'est qu'un organe. Notre premier accord avait une clause impossible. Je veux t'en faire un nouveau, sans clause, sans condition, sans date de fin. » Il leva les yeux vers elle, le cœur dans les yeux. « Veux-tu m'épouser, Émilie, pour de vrai cette fois ?» Des larmes de joie pure et sans mélange coulèrent sur son visage. Elle riait et pleurait à la fois. « Oui, » murmura-t-elle, la voix étranglée par le bonheur. « Oui, bien sûr que oui. » Il lui glissa la bague au doigt, un ajustement parfait. Il se leva, l'attira dans ses bras et l'embrassa. Un baiser profond et aimant qui portait la promesse de toute une vie. C'était un baiser qui scellait leur nouvel et dernier accord. Un an plus tard, Émilie se tenait dans ce même jardin baigné de soleil où elle s'était sentie une fois comme une étrangère. Mais cette fois, c'était elle la mariée, et la joie était réelle. Leur mariage fut une affaire intime et magnifique, réunissant uniquement leurs amis les plus proches et leur famille. La mère d'Émilie, le visage rayonnant de santé et de bonheur, était assise au premier rang, pleurant ouvertement. Eleanor Montgomery était assise à côté d'elle, lui tapotant la main dans un geste de fierté maternelle partagée, un sourire rare et authentique sur son propre visage. Alors qu'Émilie remontait l'allée, elle n'avait d'yeux que pour Henri. Il l'attendait, non pas avec l'air détaché et froid d'un homme jouant un rôle, mais avec une expression ouverte et adoratrice qui n'était que pour elle. L'amour dans ses yeux était une force tangible, une lumière chaude et éclatante. Leurs vœux furent simples, sincères et profondément personnels, remplis de blagues privées et de promesses qui portaient le poids de leur parcours unique. Plus tard, à la réception, alors que le soleil commençait à se coucher, baignant les invités heureux d'une lueur dorée, Henri l'attira à l'écart pour un moment de tranquillité. Ils se tinrent près de la même fontaine où ils s'étaient vus pour la première fois à travers une salle bondée. « J'ai quelque chose pour toi. » dit-il avec une lueur malicieuse dans l'œil. Il fouilla dans la poche de son smoking et en sortit un petit morceau de papier plié. C'était une serviette de cocktail du bar de l'hôtel. « Notre contrat final, » dit-il en le lui tendant. Elle le déplia. Dessus, il avait écrit une seule phrase de son écriture nette et décisive, la clause finale. La partie A, Henri, et la partie B, Émilie, conviennent par la présente de briser la clause de rupture pour attachement émotionnel, joyeusement et avec une extrême préjudice, chaque jour pour le reste de leur vie.
En dessous, 2 lignes pour les signatures. Émilie rit, un son de joie pure et sans mélange qui résonna dans le crépuscule. C'est le meilleur contrat que tu aies jamais rédigé, dit-elle. Il sortit un stylo de sa poche. Le rendons-nous officiel ? Ils se penchèrent contre la fontaine, utilisant le marbre frais comme bureau de fortune, et signèrent leur nom sur la serviette. Il la prit, la plia soigneusement et la remit dans sa poche, près de son cœur. Juridiquement contraignant pour une vie, dit-il, sa voix pleine d'un amour si profond qu'il était sans fond. Il la tira dans ses bras et l'embrassa, un baiser lent et doux qui contenait toutes les promesses de leur avenir. Leur histoire avait commencé par un mensonge murmuré dans une salle bondée, un jeu de faire semblant avec des règles impossibles. Mais elle s'était terminée ici, avec une vérité écrite sur une serviette. Un testament au fait magnifique et indéniable que les meilleures règles sont celles qui sont brisées par l'amour. Et c'est la fin de l'histoire d'aujourd'hui, mon cher. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, et de la partager avec un ami. Merci de m'avoir tenu compagnie. À la prochaine histoire.